Bonjour à tous. Bonjour. On a déjà été présentés et merci de nous avoir confié cette mission qu'on a acceptée avec plaisir, de parler de la recherche au service des bonnes pratiques. L'idée au départ, c'était de pouvoir faire quelque chose d'interactif avec la salle pour avoir vos retours, pouvoir savoir ce qu'il y a à faire pour favoriser notre engagement dans les pratiques de recherche et en faire quelque chose de positif. Mais en plénière, c'est pas facile. Donc, le projet là, c'est de vous présenter comme support une enquête que différentes personnes ont accepté et merci de diffuser au travers différents médias et qui a été particulièrement bien remplie. Donc, c'est peut-être votre cas. Vous avez peut-être participé et merci encore si c'est ça. Donc, on va vous montrer un petit peu ce que ça a donné et ça permettra que vous vous positionnez parce qu'il y a peut-être des choses différentes, évidemment. La structuration des centres de réhab en France, ils étaient beaucoup engagés autour de la réhabase. Donc, j'avais juste remis les quelques chiffres de base, mais la recherche, ce n'est pas que ça non plus. Et on était parti donc de l'idée de proposer ce questionnaire pour savoir ce qui se passe un peu partout, dans chacun des types de centres. Alors au départ, on avait plutôt visé les centres référents. Et en fait, il y a aussi des personnes qui sont engagées dans des centres de proximité qui ont répondu. Et c'est chouette parce que ça a amené une grande diversité de réponses. Et en particulier, ce qui a été intéressant, c'est que des personnes qui participent à la recherche ont répondu, bien sûr, mais on a un peu la crainte de ce biais de sélection, mais aussi des gens qui n'y participent pas. Et donc, qui ont eu des idées qu'on n'a plus forcément une fois qu'on est engagé. Donc j'ai arrêté les résultats du questionnaire le 10, il y avait 75 réponses, je pensais qu'il y en aurait 10. Et du coup, en fait, il y en a encore eu après ce week-end. Donc ça a été hyper intéressant pour nous. On avait commencé par demander depuis combien de temps les gens travaillent dans un service de réhab. Alors, peut-être rapidement à main levée dans la salle, qui travaille en réhab depuis plus de 5 ans? Ok. Et depuis moins de 5 ans, du coup, tous les autres? Moite-moite. C'est pas tout à fait la représentativité des gens qui ont répondu. Donc il y avait beaucoup de récemment engagés, c'est chouette. On était plutôt sur du 1 tiers, 2 tiers. Et maintenant, dans quel type de centre exercez-vous? Alors, est-ce qu'il y a ici des personnes qui sont dans un centre ressources? Ok, une dizaine. Dans un centre référent? Un petit peu plus. Et dans des centres de proximité? Eh bien, il y en a aussi, plein. Et peut-être un secteur orienté rétablissement et réhabilitation. Et alors voilà comment ça s'est produit en réceptionnant les réponses au questionnaire. Donc les premiers répondants ont été ceux qui étaient plutôt affiliés à un centre ressources. Donc c'était la majorité au départ. Je pense que c'est la méthode de communication qui a voulu ça. Puis après, plein de gens des centres référents. Et à la fin, plein de personnes des centres de proximité. C'est ce qui a beaucoup fait varier les résultats et c'est ça qui nous intéresse. Alors un grand merci aux équipes des Hauts-de-France qui ont été ultra participatives dans la réponse à ce questionnaire. Et en fait, ce qui était chouette aussi, c'est qu'il y a eu une grande pluridisciplinarité dans les réponses. Donc beaucoup d'infirmiers, des neuropsys, des médecins, mais aussi juste derrière des psychos, ergo. Merci à l'ergothérapeute attentif qui m'a fait remarquer ma grosse faute de frappe. Et ça sert à ça quand il y a du texte libre, on peut mettre tout ce qu'on veut. Des cadres de santé, il y avait plusieurs pairs aidants aussi. Donc ça nous a permis d'investiguer tous les champs professionnels. Et du coup, sur un panel assez varié de personnes qui étaient se sentaient totalement concernées par le domaine de la recherche, et certains autres pas du tout, et une grande partie quand même modérément, et ça nous a permis de comprendre comment. Et donc la première question un petit peu plus précise, c'était « Est-ce que vous participez à cette mission de recherche ?» Et voilà, ce qu'on craignait, c'est qu'il n'y ait que des personnes qui participent, qui sont intéressées par le questionnaire et qui répondent, et ça n'a pas été le cas. On n'est pas sur du moite-moite, mais pas loin. Donc l'objectif, c'était de comprendre ceux qui participent, comment ils font, pourquoi ils participent. Donc est-ce que c'est... On a eu plusieurs fois la réponse dans l'émission de mon poste de travail, donc sous-entendu, c'est un peu obligatoire, donc je le fais, parce que je travaille en réhab. Est-ce que c'est pluridisciplinaire ou est-ce qu'il y a, comme il y a eu plusieurs fois l'équipe qui était nommée comme participante, ou est-ce que ça repose sur une personne dans le centre? Donc des fois c'était noté l'ARC, la secrétaire en fait, qui centralise toutes les infos. Est-ce que c'est uniquement dans la saisie ou la participation à des domaines de recherche ou d'autres missions, donc comme lever des fonds
pour pouvoir avoir des fonds spécifiques et disposer de personnes et de temps pour que ça soit plus facilement réalisable. Est-ce que c'est par des échanges avec des autres centres? Il y a eu régulièrement cette réponse aussi. Est-ce que c'est une nécessité en RPS? Alors, je ne savais pas comment c'était formulé, on n'a pas les gens en face, mais est-ce que ça voulait dire que c'était obligatoire ou est-ce que ça voulait dire que justement, comme on aborde beaucoup de facteurs subjectifs, et c'est ça qui est intéressant dans nos métiers, on a besoin de les recenser, d'inclure beaucoup de monde pour avoir des résultats un peu scientifiques et pas simplement se baser sur notre intuition pour remarquer que ce qu'on fait, ça amène quelque chose de positif aux gens ou pas. Donc ça pouvait vouloir dire les deux, j'imagine. Et donc plusieurs fois aussi développer le niveau de preuve de ce qu'on fait en pratique pour justement diffuser ces bonnes pratiques puis arrêter celles qui n'en font pas partie. Et donc dans les non, ceux qui ne pratiquaient pas, parce que parfois il n'y avait pas de projet en cours, parce que souvent c'était noté un manque de temps, parce que ce n'était pas dans l'émission, donc des gens qui précisaient qu'ils étaient dans les centres de proximité, donc se sentaient pas forcément engagés, parce qu'ils recevaient peu d'infos à ce sujet, parce que c'était quelque chose de trop protocolisé. Il y a beaucoup la question de l'administratif et des contraintes temporelles que ça engendre. Et vous, dans la salle, qui est engagé là où il travaille, dans des missions de recherche? Un tiers? Qui ne l'est pas, mais aimerait l'être. Parce qu'il y a plein de gens aussi qui ont répondu de cette façon-là. Ok. Et c'est ça qui était intéressant. Et alors, on a posé un peu plus précisément la question de l'alimentation de la réabase, donc sur l'outil Open Clinica. Là, c'était un petit peu un peu moins équilibré, 23 personnes qui saisissent et 50 qui ne saisissent pas, enfin 49. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Non, on entend un bruit. Et les métiers concernés revenaient, étaient un peu toujours les mêmes. Et du coup, c'était aussi un écueil. Il y a plusieurs professionnels, en fait, notamment du secteur éducatif, qui disaient qu'ils aimeraient bien avoir une partie assistants sociaux, qui auraient aimé qu'il y ait des données qui les concernent plus précisément. Et puis d'autres personnes qui étaient aussi de ces métiers-là, mais qui ne s'en occupent pas, puisque c'est réalisé par un ARC ou une secrétaire. Voilà. Et on arrive un petit peu plus donc, sur l'aspect pratico-pratique, où on a demandé aux gens s'ils connaissaient les résultats des recherches qui avaient été menées avec la réabase. Donc à peu près, enfin, presque moitié, oui, non. Les articles publiés avec la réabase, on est sur le même ordre d'idées, sachant qu'il y a des gens qui ne savaient pas ce que c'était la réabase, donc c'est aussi normal. Et les articles, si ça intéresse chacun d'entre nous, ils sont accessibles via le site du centre source. Donc c'est quelque chose qu'on peut aller chercher, mais à la condition de savoir que ça y est et d'avoir l'info. Donc là, je vous avais mis les derniers qui restaient en tête d'affiche, on peut dire. Pour arriver à la question, donc est-ce que vous pensez qu'il y a des implications cliniques pratiques qui sont issues de ces recherches et de cette saisie dans la réabase, puisque c'est quand même ça qui donne du sens en fait à la recherche qu'on peut faire. Et alors c'est là où peut s'ouvrir le débat. On n'a pas les possibilités d'analyse en fait qui font qu'il y ait des choses qui puissent être recommandées en pratique, parce qu'il n'y a pas de comparatif en fait dans la base directement réalisée. Mais quand même, et puis je vous remets les titres des articles publiés, ça peut donner un guide important sur la transformation de ce qu'on peut faire chacun dans nos métiers. Si on n'a pas la notion que l'estime de soi, par exemple, c'est central pour investir un projet, que ça va conditionner une grande partie du rétablissement et du bien-être, et qu'on n'a pas dans notre service de modalité d'accompagnement dans l'estime de soi, ça peut être un problème. Comme on sait maintenant que c'est hyper important, l'idée, en connaissance de cause, c'est de développer les accompagnements qui vont permettre de développer l'estime de soi et que ce soit facilitant pour les usagers. Mais voilà, ça, au moins, on a pu l'étudier. On sait que c'est quelque chose d'important. L'impact des traitements qui peut être négatif quand il y a une forte charge anticholinergique, c'est quand même quelque chose d'important à checker. Parce que si on est délétère pour les gens quand on les accompagne dans un projet, c'est quand même pas l'idée. Et voilà, plein d'autres infos en fait, qui ne sont pas forcément innées, qui peuvent l'être, mais que ça permet de confirmer pour nous guider dans nos pratiques. Tu voulais rajouter quelque chose là-dessus ? Non. C'est bon.
Voilà, et donc on en arrive à la question, souhaitez-vous être mieux informé des recherches menées grâce à la Réabase ? Est-ce que qui dans la salle souhaiterait être mieux informé ? Ok, qui ne le souhaiterait pas ? Et c'est difficile de se positionner. Alors, c'était pas une réponse obligatoire et tout le monde n'a pas répondu. Hein. C'est pour ça que les chiffres font pas forcément référence au total des répondants. Et en fait, dans ceux qui ne le souhaitaient pas, la plupart ont mis qu'ils étaient déjà bien informés. Ce que je trouvais dommage, c'est que on avait uniquement des médecins et des neuropsy qui ont répondu ça. Donc, ça veut dire que peut-être le reste des équipes a besoin de plus d'informations. Il n'y avait qu'une personne qui disait qu'elle ne se sentait pas concernée. Et dans les 62 qui en demandent plus, et ben là, ils ont commencé à avoir plein d'idées. D'abord, à utiliser aussi ces données pour les communiquer de manière plus ouverte et grand public pour que ce soit accessible à tout, que ce soit fait sous la manière d'un récapitulatif assez concret, concis, et qu'on n'ait pas forcément un article entier en anglais à se taper si on n'a pas envie de lire ça. Que c'est aussi important dans la transmission des infos aux collègues. Si dans une équipe, il y en a un qui a envie de se renseigner et qui a envie d'être le pilier pour diffuser l'info, il trouvait que c'était une bonne idée. Ça, il y a eu plusieurs fois cette réponse-là. Et que ça peut permettre de motiver aussi l'ensemble de l'équipe à la saisie des données. Bah oui, on voit concrètement ce que ça donne après et à quoi ça peut servir. C'est sûr que c'est plus porteur que se dire je vais rentrer tous les trucs dans mon ordinateur tout seul tous les jours et je ne sais pas à quoi ça va servir. Donc c'est aussi pour après se baser sur des preuves dans nos pratiques et faire évoluer parfois nos représentations. Plusieurs fois, certains ont dit simplement par curiosité, ça serait quelque chose qui les intéresserait. On en a parlé, la satisfaction d'avoir participé, et aussi quelque chose que je pense hyper important, se décentrer de notre quotidien et pas être la tête dans le guidon en voyant ce qui se fait ailleurs, parce que les différents engagements dans les programmes de recherche, c'est aussi s'intéresser à ce qui se fait dans d'autres centres et donner des nouvelles idées et faire bouger ce qu'on a l'habitude de faire en s'inspirant des personnes qui ont des beaux projets. Et puis donner de l'espoir, j'avais bien aimé cette réponse aussi, aux équipes qui sont parfois épuisées du quotidien, mais qui voient que ça sert à quelque chose vraiment concrètement et scientifiquement, ce qu'ils font. Voilà. Après, on peut passer un petit peu plus vite là-dessus, sur les diverses participations des programmes de recherche. Donc, il y a eu plein de noms de programmes de recherche qui ont été cités. J'en ai remis quelques-uns là. Ce sera l'occasion, du coup, à la fin de la présentation, de refaire un point sur le programme Eden. Et du coup, les gens qui avaient participé à ces programmes de recherche, ils n'avaient pas tous eu connaissance des résultats de leur propre programme. Donc, c'est ce qui est un petit peu dommage. C'était vraiment la moitié-moitié. Et comme on s'en doutait, l'intégralité d'entre eux, quand même, étaient intéressés pour connaître ces résultats-là. Et on arrive à la dernière question, peut-être la plus importante de toutes. Comment pensez-vous que les équipes de Réhab pourraient encore mieux s'engager dans les missions de recherche pour faire avancer les pratiques ? Et c'est là où il y a eu énormément de réponses intéressantes. Donc peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans. Évidemment, c'était assez attendu, mais avoir un temps dédié, du personnel, etc. Donc des questions assez organisationnelles. Intégrer les professions paramédicales, éducatives. Partir quand on s'engage d'un intérêt clinique et non d'un ordre hiérarchique, c'était noté comme ça. Je l'ai remis tel quel. Et du coup, la suite logique, en étant sensibilisé, en fait, qu'est-ce que c'est et quels progrès ont été permis par la recherche. Les programmes d'accompagnement qu'on développe dans nos centres, c'est pas par hasard. C'est aussi des choses qui souvent ont été validées. On a vu que ça fonctionne, donc on a envie de s'engager dessus. Et on ne construit pas des petits trucs en se disant ça va marcher, je sais pas. Au moins, ça permet d'avancer sur des choses concrètes, de pouvoir aller chercher des facteurs subjectifs qui sont hyper importants pour nous dans le rétablissement. Ça pourrait aussi permettre des programmes de recherche qui mettent en valeur des témoignages de personnes concernées, donc aussi en intégrant de plus en plus la pérédance dans ces programmes, et notamment via la Réabase, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Il y a eu, pour l'équipe concernée, améliorer l'interface Open Clinica. Donc c'est vrai que ça rame un peu et du coup, c'est compliqué de passer du temps à saisir à cause de ça, mais il y a des choses qu'on peut bouger et d'autres pas. Mieux communiquer sur ce qui est en cours, oui, quand on ne sait pas, c'est difficile de s'engager. Pour favoriser les échanges, les collaborations, qui sont quand même des choses qui sont porteuses. Donc il y avait marqué organiser des congrès, des temps d'échange, des journées spécifiques, régionales, etc., ce qui existe déjà dans certains endroits.
et potentiellement faire que cette mission recherche, dès l'arrivée en réhab, on sait qu'elle existe, qu'on l'investit parce que c'est important, et peut-être, alors c'était marqué comme ça, hein, faire des pratiques de recherche un devoir, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais se dire que c'est utile pour les usagers et que donc, de ce fait, effectivement, c'est notre devoir de pouvoir l'intégrer. En impliquant les équipes, donc il y avait la notion des champs universitaires et des champs extérieurs à notre pratique, c'est peut-être aussi hyper important dans l'idée de la recherche d'être encore plus ouvert en pluridisciplinarité, d'avoir des secteurs qui travaillent avec nous dans l'insertion pro, par exemple, qui sont demandeurs aussi d'outils et de trouver comment on peut s'engager ensemble sur ce type de projet, c'est toujours motivant. Et partager au grand public ce qu'on a trouvé. Une petite mention spécifique à la personne qui a parlé des systèmes apprenants. C'était quelque chose que je ne connaissais pas. Et donc, j'ai été investiguer le sujet. Je vous ai mis le lien. Vous l'aurez dans le diapo si ça vous intéresse. Est-ce que certains d'entre vous connaissent ? Personne, à part la personne qui l'a noté. et en fait, on n'en est pas loin hein, avec la réabase. L'idée, c'est alors c'est un peu flou, j'ai vu en grand, d'utiliser ce cycle, en fait, de fonder nos pratiques sur des indicateurs qui existent déjà, de les mettre en place tout en relevant les données. Ce qu'on a peu dans la réabase, c'est la satisfaction des usagers quand même, et qui a une grande place avec la satisfaction des professionnels dans ce processus-là. Et à la fin, et très régulièrement, en fait, un retour concret, concis sur ce que cela a pu nous apporter, et 2 axes par an qu'on pourrait changer ou modifier pour améliorer nos pratiques. Donc, je pense qu'on n'en est pas loin, mais le fait de le formaliser, voilà, ça impulse une dynamique qui est un petit peu différente.